Aujourd'hui, on a un travail pratique à faire, comme on avait mentionné au dernier cours. Par contre, il y avait une portion quiz qui devait être faite aussi au préalable. Il y en a quelques-unes qui m'ont écrit me disant Ah, on n'a pas les réponses des différents quiz, ça serait peut-être bon d'avoir ça. Donc, ce que je vais faire en début de cours, donc on va passer à travers les différentes questions qu'il y a eu dans les quiz. On va regarder ça ensemble. Puis, au début du prochain cours, il y aura un petit quiz de cinq petites questions. Ce n'est pas très long à remplir, que vous allez devoir remplir, puis ça va terminer finalement le TP1. Donc, aujourd'hui, première étape, on va regarder qu'est-ce qu'il y en est avec les différentes questions. J'ai remarqué qu'il y en avait plusieurs qui n'avaient pas complété les différents exercices, qui ne les ont pas remis. Donc, je me voyais mal distribuer les, euh, les dites réponses à tout le monde. Donc, j'aimerais ça qu'on regarde ça ensemble en premier lieu, si ça vous le dit. Puis après ça, on va regarder les données du TP. Le TP, là, c'est ni plus moins qu'un espace à dessiner, mais ce n'est pas un examen. C'est un travail autonome que vous avez tout le cours pour le faire, donc selon les critères qui avaient été mentionnés au préalable, donc au dernier cours. Donc, si le cœur vous en dit, on va regarder les différentes questions du quiz 1. Est-ce que ça vous va? Oui. Excellent. Donc, dans le quiz 1, c'était les notions de base du module 1 qu'on a fait. Donc, ces questions-là sont prises littéralement à travers le texte dans les PowerPoint. Donc, ça va être le même principe pour le quiz que vous allez avoir rempli. C'est 5 questions. On a choisi 5 questions au hasard à travers les différents modules qu'on a fait. Si vous lisez directement le PowerPoint, vous avez les réponses textuellement. OK? Donc, quelle est l'unité de base que nous allons utiliser dans les dessins d'AutoCAD cette année? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une réponse à me donner là-dessus? Est-ce qu'on travaille en millimètres? Est-ce qu'on travaille en pieds-pouces? Est-ce qu'on travaille. Quel type d'unité on va utiliser cette année? Impérial. Impérial, excellent. Donc, ça va pour tout le monde. Donc, le système d'unité que nous préconisons cette session-ci, c'est vraiment impérial, donc pieds-pouces, pour tous les dessins qu'on va produire cette session-ci. Ça va pour tout le monde? Oui. OK. Lorsqu'on entre une valeur dans le logiciel, dans quel cas on doit spécifier les unités? Donc, quand on parle des unités, là, on parle de signe des pouces, signe des pieds. Dans quel cas on doit entrer la valeur dans le logiciel pour stipuler qu'on veut faire une différence entre un pied et un pouce? C'est pour les pieds. Exactement. Donc, ça veut dire que pour le logiciel, d'emblée, si je rentre une valeur de 6, puis je fais Enter, c'est 6 pouces automatiquement. Le seul cas où je dois mettre un système d'unité ou l'apostrophe, c'est vraiment quand je veux entrer un pied à ce moment-là. Le logiciel, il faut faire la distinction. Donc, si je mets 6 apostrophes, bien là, c'est 6 pieds pour le logiciel. Donc, c'est ça la différence. En fait, le système d'unité qu'on doit spécifier, c'est vraiment quand on entre les pieds. Les pouces, on le sait, pas besoin de mettre de guillemets ou quoi que ce soit. Comment se nomment les éléments? En fait, la zone blanche que j'ai ici, moi, dans le bas de mon écran, ça s'appelle comment? Ça sert à quoi? Aucune réponse? La zone de commande. Exactement, c'est la ligne de commande, puis ça nous permet effectivement de taper du texte pour entrer nos commandes proprement dit. OK? Donc, la ligne de commande ici dans le bas va me permettre, dès que j'entre une lettre, d'activer une commande proprement dit. OK? Donc, c'est vraiment la ligne de commande, cette zone-là. Quel outil me permet de dessiner une ligne droite avec précision?
Donc là, je m'en vais, je trace une ligne, puis je veux qu'elle soit absolument, vraiment droite. Je veux m'assurer qu'elle est droite. Quel outil me permet de faire ça? Donc, dans votre barre d'état, dans le bas, vous avez l'option orthogonale et c'est ce mode-là que je dois activer pour m'assurer que mes lignes sont à droite. Donc, si je fais une ligne puis je clique un point, mon mode orthogonal est allumé, je fais une ligne droite, c'est automatique. Si mon mode orthogonal n'est pas activé, ben là, ma souris, je peux la placer dans n'importe quel angle et ma ligne n'est pas nécessairement droite, donc elle n'est pas horizontale ou verticale, elle est avec un angle si je ne spécifie pas que mon angle est à 0. Donc, le mode orthogonal dans le bas de votre écran me sert à définir des angles droits, des lignes absolument droites. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Oui. Oui, OK. Dans le quiz 2, on nous demandait c'est quoi le point de départ d'un dessin? Quand je commence à dessiner là, mon point de départ, là, mes coordonnées x, y, c'est quoi il faut que j'entre comme valeur? Donc, je commence ma ligne, puis je veux absolument partir à un point de départ. Mon point de départ, c'est quoi? 0, 0. Exactement. Donc, 0,0, c'est la coordonnée de départ pour tous les dessins qu'on va amorcer. Donc, on veut qu'ils soient placés à l'origine, x, y, donc la coordonnée cartésienne, x0, y0. Donc, 0,0, excellent. Quel outil me permet de déplacer un objet à un endroit précis? Quel outil ou quelle commande, en fait, nous permettent de placer un objet à un endroit précis? Donc, nécessairement, c'est des outils qu'on a vus durant les modules. Dans le module 2, la commande déplacer me permet de déplacer ou placer un objet d'un endroit à l'autre de façon précise. Donc, là, dans ce cas-ci, la commande déplacer. À quoi sert le point de base pour la rotation? Donc, quand je fais une rotation d'un objet, là, on me demande de spécifier un point de base. Ça sert à quoi ce point-là? Est-ce que c'est le point pour effectuer la rotation? C'est effectivement le point de départ pour faire notre rotation. Donc, il sert à quoi ce point-là? Bah, ça va pivoter autour de ce point-là. Exactement. Donc, le point que je vais spécifier, c'est vraiment ce point de départ-là qui me sert de pivot pour faire pivoter mon objet autour de cet objet, de ce point-là. Donc, le point est très important puisque si je veux que mon objet se déplace ou je fasse une rotation de façon précise, bien, mon point de départ est très important, soit le coin de l'objet, le centre, etc. Ça va me permettre de faire pivoter mon objet par rapport à ce point-là. Excellent. Quelle clé de fonction me permet d'activer les objets d'accrochage? Donc, on sait que les objets d'accrochage, dans le bas de notre écran, on a le curseur pour activer nos objets d'accrochage, mais on a une clé de fonction sur notre clavier qui nous permet d'activer nos objets d'accrochage. Dans le module 2, on nous disait, on a le raccourci clavier évidemment, mais la clé de fonction, ça commence par un F finalement. F3. Exact. Donc, la touche F3 dans le haut de votre clavier va me permettre d'activer, désactiver mes objets d'accrochage au besoin. La même chose pour, exemple, mon mode orthogonal, bien, la clé de fonction pour ça, c'est F8. Donc, si je fais F8 au clavier, je n'ai pas besoin de venir cliquer ici dans le bas, je peux l'activer. Donc, plusieurs touches de fonction dans le haut de notre clavier qui nous sert en fait de raccourci à ce moment-là. Donc, ça va. Au cours 3, on avait OK. Quand je dessine une vue en plan, c'est en fait une vue on la spécifie comment cette vue-là? On l'appelle comment cette vue-là? Coupe horizontale. Exact. Donc, quand je fais une vue en plan, c'est comme si je faisais une coupe horizontale à une certaine hauteur, on verra en B, puis on regarde vers le bas. Donc, c'est une coupe horizontale, effectivement. À quelle hauteur va être cette vue-là?
Est-ce qu'on a une réponse pour ça? 4 pieds au-dessus du sol fini. Exact. Donc, il y en a qui suivent directement le PowerPoint, c'est excellent. Donc, les réponses s'y retrouvent effectivement. C'est 4 pieds du sol. OK? Évidemment, ce niveau-là peut jouer en fonction des éléments que je veux illustrer. Mais la coupe de base, c'est 4 pieds. OK? C'est à peu près le milieu de vos murs. Si on a des murs de 8 pieds, donc c'est à peu près le milieu. OK. On a plusieurs méthodes pour modifier la taille d'un cercle. Donc, on a quoi comme choix pour modifier la taille d'un cercle? Donc, j'ai dessiné un cercle. Je veux changer sa dimension. On sait qu'on peut cliquer sur le cercle, utiliser les petites poignées bleues pour changer la dimension. On peut aussi, avec le bouton droit de souris, aller dans les propriétés pour changer la valeur du rayon. Puis on peut aussi, double-cliquer sur le cercle et venir changer le rayon aussi. Donc, 3 façons de modifier la taille du cercle. Donc, les petites poignées bleues, double-clic dessus pour avoir accès aux données du cercle ou bouton droit de souris dans les propriétés, je vais pouvoir changer aussi la valeur du rayon. Donc, 3 façons de modifier. Ce n'est pas juste valable pour les cercles, on va pouvoir se servir de ça pour les lignes aussi. Quelle devrait être votre première action avant de dessiner un objet? Donc, je vais aller dessiner une ligne, un cercle, peu importe. Qu'est-ce que je devrais faire avant même de dessiner mon objet? Allez sélectionner le bon calque. Exact. Donc, vous êtes en train de dessiner, que ce soit un meuble, un mur, une fenêtre, on va activer notre calque en premier lieu. Donc, on va aller choisir notre calque en fonction de nos besoins. Donc, dans le cas présent, si je faisais, je ne sais pas moi, un mobilier, bien, je pourrais prendre un meuble, puis là, je pourrais aller dessiner un rectangle pour dessiner une table, par exemple. Donc, l'idée, c'est de prendre l'habitude. Je veux dessiner un objet, bien, je vais aller chercher mon calque tout de suite. Comme ça, je n'aurai pas besoin de le changer par la suite. J'ai tout. Évidemment, si j'ai fait une erreur, je vais pouvoir le changer, mais l'idée, c'est de se prendre l'habitude d'activer notre calque avant de commencer à dessiner. Identifier les différentes méthodes pour changer le calque d'un objet. Donc, ça va dans la suite finalement. Donc, 2 façons de faire. Je sélectionne mon objet et je viens choisir le calque pour... J'ai fait une erreur, je peux aller changer son calque, donc je peux aller changer sa couleur. Puis, l'autre façon de faire, à l'aide des propriétés aussi, je pourrais le faire. Bouton droit de souris, propriétés. Je pourrais aller changer la valeur du calque ici. Ils sont tous là aussi. Donc, 2 façons de le faire. Puis, si j'ai un exemple à l'écran, on a vu qu'on pouvait copier les propriétés. Donc, exemple, ça, c'est un tabouret, par exemple. Puis, j'ai déjà un objet dessiné avec la bonne couleur. Bien, je peux prendre mon petit pinceau, sélectionner la couleur source et après ça, activer ou cliquer tous les objets qui comporteraient ce calque-là. Donc, différentes méthodes pour modifier, changer les calques d'un objet. Quiz 4, le dernier. Quel type d'éléments on retrouve dans un gabarit? Ben, en fait, ce qu'on va retrouver dans un gabarit, on l'a vu, on a nos calques, évidemment. Donc, si je veux savoir si le dessin dans lequel je travaille présentement est fait à partir d'un gabarit ou à partir du dessin de base, ben, je peux tout de suite aller voir si les calques sont là. Donc, ça m'indique, là, oui, je travaille dans un gabarit, les calques sont là. Évidemment, on va avoir des mises en page qui vont être là. Donc, j'y vais de façon visuelle, là, juste les éléments de façon rapide, voir qu'est-ce qui peut être inclus dans le gabarit, donc les mises en page. Évidemment, éventuellement, on aura les styles de cote, les styles de texte, etc. Mais 2 éléments de base là, pour voir si on est dans un gabarit, ben, c'est les calques, puis dans le bas, on voit des mises en page apparaître.
Comment sélectionne-t-on les objets pour étirer la forme? On l'a vu tantôt. En fait, si j'ai une forme à étirer, dans ce cas-ci, c'est la commande étirer. Comment on sélectionne les objets pour pouvoir les étirer? Selon vous? Est-ce qu'on doit aussi sélectionner les petites poignées des... Ça serait une possibilité. Par contre, si je sélectionne les petites poignées, par exemple, si je prends juste un coin, la forme va se déformer. Moi, mon but ici, c'est vraiment avec la commande étirer. Donc, dans ce cas-là, je vais annuler. Donc, la commande étirer, on nous dit ici, puis petite aide-mémoire, choix d'objet pour utiliser la commande étirer par fenêtre de capture. Une fenêtre de capture, là, c'est votre fenêtre verte. Donc, il faut sélectionner l'ensemble des lignes que je veux déplacer ou étirer dans le cas présent. Donc, c'est toujours avec une fenêtre de capture. Donc, la fenêtre de capture, là, je clique à droite de l'objet, puis je m'en vais vers la gauche, ma fenêtre de capture s'ouvre. OK? Si je vais vers la droite, c'est une fenêtre de sélection. La fenêtre bleue, elle prend juste ce qui est inclus dedans versus la fenêtre verte, elle prend tout ce qu'elle touche. Donc, la fenêtre de capture, c'est vraiment cette méthode-là qu'on utilise pour faire la sélection d'objets avec la commande étirer. Est-ce que ça va? Quel type d'objet doit-on sélectionner en premier lors de l'exécution de la commande? C'est un petit peu long comme, question. Donc, la commande ajuster ou la commande prolonger, c'est quoi les premiers objets que je dois sélectionner pour utiliser cette commande-là? Ils s'appellent comment, en fait, les objets que je sélectionne? Donc, je fais un exemple. J'ai plusieurs lignes. Et je veux couper la partie excédentaire ici, je vais utiliser ma commande ajuster. Et le premier objet que je sélectionne, ça devrait être quoi? Les objets séquents. Exact. Les objets séquents ou, dans le cas où je vais utiliser la commande prolonger, ça va être la limite. Donc, c'est vraiment l'objet qui va me permettre de prolonger ou ajuster ma ligne. Ça va être comme une limite ou on peut l'appeler même un couteau, objet séquent à ce moment-là. Okay? Donc, le premier objet que je sélectionne, c'est vraiment l'objet séquent ou dans le cas de la commande prolongée, la limite. Et après ça, je vais pouvoir couper mes lignes. Donc, objet séquent. Est-ce que la commande raccord lit deux segments de ligne en formant une courbe tout le temps, donc toujours? Donc, si je prends ma commande raccord, est-ce que ça fait toujours un arc de cercle quand je les relie entre elles? J'ai pas compris la question. OK. Est-ce que la commande raccord lie deux segments de ligne toujours en formant une courbe? Est-ce que quand je relie ces deux lignes-là entre elles, ma commande raccord fait toujours un rayon? Alors, la réponse est non. C'est que quand je sélectionne ma commande raccord, c'est moi qui lui spécifie s'il y a un rayon. Donc, si je regarde ici, le rayon est à 0, ça veut dire que mes lignes, quand je les relie entre elles, ça forme un coin parfait. Si ma commande raccord est munie d'un rayon, par exemple, dans le cas présent, je vais mettre une petite valeur de rayon comme ça. Donc, si je sélectionne mes deux lignes, maintenant j'ai un arrondi. Pourquoi? Et la méthode est fort simple. Quand je sélectionne ma commande, je dois vérifier s'il y a une valeur de rayon. Donc, si la valeur est à 0, ça fait un angle droit où ça relie les lignes entre elles sans courbe. Donc, c'est la réponse ici, c'est non. Lorsqu'on utilise la commande pedit ou joindre, les lignes deviennent 3 petits points. Des polylignes. Exact. Donc, ça veut dire que je peux tracer des lignes et les unir ensemble avec la commande joindre ou pedit. Donc, la commande joindre me permettrait, dans ce cas-ci, de
d'unir ces lignes-là ensemble pour que ça devienne une polyligne. Donc, deux façons de faire, joindre. Je sélectionne mes lignes et ça devient une polyligne. Donc, la façon rapide de voir si c'est une polyligne ou pas, quand je clique sur un objet et que j'ai cliqué seulement sur un bout de ligne et tout est uni ensemble, donc je vois plusieurs petites poignées bleues apparaître, ça veut dire que c'est une polyligne. Si je la décomposais, par exemple, donc je décompose ça, ça redevient des lignes totalement distinctes. Et là, vous voyez, si je clique sur le même segment, j'ai juste un bout de ligne ou trois petites poignées bleues qui apparaissent. Donc, visuellement, je vois que mes lignes sont désunies. Donc, ça devient effectivement une polyligne. Lorsque l'on dessine une fenêtre dans un mur ou une cloison, est-ce que la ligne de celui-ci devrait se poursuivre dans l'ouverture? Donc, je suis en train de tracer une fenêtre dans mon mur. Est-ce que la ligne de mon mur doit passer au travers de ma fenêtre? Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on avait commencé à dessiner le premier plan au cours 4, je vous disais toujours, dessiner le périmètre, faites abstraction des ouvertures. Donc, on ne dessine pas les fenêtres, on ne dessine pas les portes. On doit interrompre les murs de chaque côté de mes ouvertures. Ça veut dire que la ligne de mur ne doit jamais passer à travers une fenêtre ou une porte. Okay? C'est vraiment la fenêtre qui va définir mon ouverture. Donc, ma ligne de mur doit vraiment être interrompue de chaque côté de mes fenêtres ou de mes portes. Est-ce que ça va pour tout le monde? Sinon, toutes ces réponses-là se trouvent dans les modules, évidemment. Donc, je vous suggère de relire vos modules. Puis, même pendant le quiz, vous allez avoir le temps aussi. Si jamais vous avez un blanc, vous pouvez revenir à vos PowerPoint et aller lire les différentes sections pour répondre aux questionnaires. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Est-ce que le quiz, c'est le prochain cours, non? Oui, ça va être le prochain cours. OK. Donc, je voulais qu'on passe à travers ça ensemble pour être certain que tout le monde ait l'info. Donc, de cette façon-là, oui, au début du prochain cours, ça va être notre première étape. Vous allez faire répondre au quiz. OK? Pour le TP1, je vais mettre actif dans Léa un petit PDF que vous allez pouvoir télécharger. Vous allez avoir toutes les informations pour générer votre dessin. Donc, je vais aller activer dans Léa tout de suite les données du TP1 que vous allez pouvoir télécharger. Donc, maintenant, il est accessible. Donc, dans cours 6, vous avez travail pratique TP1. On va regarder ça ensemble si vous le voulez bien. Donc, ça va être l'équivalent de ça que vous allez recevoir en PDF, donc le texte, le relevé. On a mis toutes les cotes pour que vous puissiez dessiner votre plan avec les différents mobiliers à l'intérieur. On a indiqué, et ça va être le seul moment où on va vous indiquer vraiment tous les calques, là. On a indiqué le nom de chacun des calques pour chacun des éléments. Donc, le but, ce n'était pas de vous piéger, mais de vous guider. Donc, on vous donne toute l'information. Vous avez toutes les dimensions pour dessiner les murs, le mobilier, l'emplacement de chacun. Donc, vraiment les codes pour tout. Sinon, dans les consignes, on peut regarder ça ensemble. Donc, à partir du gabarit, donc vous devez faire un nouveau dessin à partir du gabarit qu'on vous a fourni. Vous l'enregistrez, vous mettez votre matricule-TP1. Donc, le nom de votre fichier, c'est votre matricule-TP1. Quand vous allez avoir à le remettre, ça va être vraiment ce fichier-là que je vais vouloir avoir. Activer le calque indiqué, évidemment, si je vous dessiner vos murs, c'est cloison, etc. Donc, tous les calques sont spécifiés. Activez les bons calques. Vous avez ici la liste du mobilier. En fait, c'est ni plus ni moins que des rectangles, des polylignes. On a mis les dimensions pour que vous puissiez aller les positionner
directement dans le plan. Donc, M1, M2, M3, M4, ben, c'est la représentation. Comme on ne voulait pas mettre toutes les cotes sur le plan, on n'aurait plus rien vu, mais on a mis, comme on fait un plan d'aménagement, c'est-à-dire qu'on fait une liste de mobilier, la légende du mobilier, et on indique M1, c'est quoi? Bon, c'est un lit de 54 par 80, donc un rectangle de 54 pouces par 80, dans lequel on va venir dessiner les petits éléments, donc, etc. Une petite ligne et ce que vous avez à dessiner. Peut-être une chose qu'on n'a pas pratiqué beaucoup, c'était quand on a des fractions. Donc, si je trace une ligne de 14 pieds, 1 pouce et 3 quarts, bien, en fait, on sait qu'on doit mettre l'apostrophe quand on veut indiquer des pieds. Et pour AutoCAD, je dois séparer les fractions des pouces. Donc, ça veut dire que le petit tiret, je vais l'indiquer entre le 1 et le 3 quarts si je veux tracer une ligne. Donc, je fais un exemple. Je vais aller en mode objet pour vous montrer. Si je trace une ligne de 14 pieds, donc je trace, je vais la mettre droite, je vais entrer mon 14 apostrophe pour mettre les pieds. Pour 1 pouce 3 quarts, ben, je vais mettre le 1 et c'est là que je vais mettre le trait d'union. Donc, je mets le trait d'union entre les pouces et la fraction. Pourquoi? Parce que si j'écris 1 espace 3 quarts, ça fait 13 quarts et c'est pas ça la dimension. C'est vraiment 1 pouce et 3 quarts. Donc, 14 apostrophe, je mets tout de suite les pouces et je mets le trait d'union entre la fraction et le. Donc, ça va être à pratiquer. Puis, bon, ça, c'est les éléments qu'on a dessinés avec les consignes. Puis, dans la deuxième page du PowerPoint, pas du PowerPoint, du PDF, vous avez la grille d'évaluation. Donc, chacun des éléments, qu'est-ce que ça vaut comme point, le pointage associé à chaque élément. Évidemment, on part notre dessin toujours à 0,0 pour dessiner le coin intérieur de notre pièce. Donc, vous avez toutes les données pour tracer ce relevé-là. Moi, je reste en arrière-plan. Si vous avez des questions, je peux vous guider, mais je ne suis pas là pour vous faire une démonstration complète du TP. Je suis juste là en termes de soutien si jamais vous avez un bug ou quoi que ce soit. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Oui. Monsieur, Oui. juste pour être sûr, je ne sais pas si vous l'avez déjà mentionné, mais c'est bien celui-ci qu'on doit rendre 48 heures après. Exact, oui. OK. On s'entend que vous n'avez pas besoin de 48 heures pour dessiner ça, mais on vous laisse un délai pour pouvoir terminer si jamais vous n'avez pas suffisamment de temps dans le cours. Normalement, vu qu'on n'a pas fait le quiz, bon, j'ai perdu un petit peu de temps à répondre ou à passer à travers la liste de questions, mais quand même, on a un petit peu plus de temps. Donc, normalement, vous devriez être en mesure là, de faire ce relevé-là durant le cours. Mais pour pas qu'il y ait de stress pour personne, on vous laisse. Puis, comme c'est un travail dit autonome et non pas, c'est pas un examen, oui, vous avez plus de temps pour le faire sans problème. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Oui. Donc, je vais ouvrir la remise dans Léa. Dès que vous l'avez terminé, vous pouvez glisser. Puis, au début du prochain cours, vous allez avoir à répondre au petit quiz. Sinon, j'arrête le partage d'écran, mais je reste en arrière-plan si jamais il y a quoi que ce soit.